descendons sur le terrain immédiat des marchés à présent et des marchés américains, notamment avec Éric Lafrenière, gérant actions américaines chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, on parlait des 25 ans de la BCE. Un mot quand même de la Réserve fédérale américaine, ambiance 2023, avec l'idée de cette pause signalée précédemment par Jérôme Powell lors du dernier meeting, qui est soumise là aussi à interprétation. On parlait de la manière d'interpréter effectivement les concepts de politique monétaire. Beaucoup de banquiers centraux américains se sont exprimés hier, des présidents de banques régionales notamment. On comprend que tout le monde n'a pas forcément la même idée de ce qu'une pause implique en matière de politique monétaire aux États-Unis. Tout à fait, même si aujourd'hui le scénario central, en tout cas, reste d'une dernière hausse qui a été faite sur la réunion du mois de mai et d'une stabilité sur la réunion de juin, même si Bullard, qui est le président de la Fed de Saint-Louis, s'est exprimé hier en laissant sous-entendre qu'il faudrait 2 hausses supplémentaires. Il faut rappeler qu'il est non-votant. Il n'a pas exactement spécifié le moment de ces hausses, ce qui a permis sur la prochaine réunion de renforcer le scénario d'une stabilité de la hausse des taux. C'est vrai que certains membres aujourd'hui évoquent effectivement des hausses plus tard dans l'année. C'est pas nécessairement notre scénario. On est plutôt nous positionnés sur une dernière hausse sur la réunion de mai. On a vu les effets cumulés du durcissement de la politique monétaire sans précédent sur la dernière année. Le durcissement aussi apporté par la crise qu'on a connue sur le secteur des financières en mars, et de faire une pause aujourd'hui pour être un petit peu rassuré ou confirmer que l'inflation, même si elle ralentit sur un rythme sans doute à ce stade moins important qu'attendu, que la tendance ou que la direction est la bonne. Que certains banquiers centraux qui pèsent, Bullard ne vote pas, mais il a quand même un poids dans le débat public important, Neil Kashkari aussi moins agressif que Bullard, mais qui estime que la pause n'est pas forcément le prélude à une prochaine baisse de taux. Oui. Vous restez solidement convaincu que dans quelques mois, on aura quand même des indicateurs macroéconomiques qui permettront justement de valider l'idée d'une pause pleinement du côté de la Réserve fédérale américaine. Oui, en tout cas, c'est notre scénario aujourd'hui. Si on regarde que ce soit l'IPC ou le PCE et qu'on le prend sur 6 ou 9 mois, donc à partir du moment où le durcissement de la politique monétaire aux États-Unis a commencé à avoir ses premiers effets et qu'on annualise ces données, on voit effectivement que la tendance de réduction de l'inflation semble se mettre en place. Où j'ai peut-être une petite inquiétude, par contre, c'est sur les anticipations du marché de baisse des taux. Le marché anticipe environ 2 baisses de 25 points de base sur l'année en cours. Ça me semble sans doute prématuré. Aujourd'hui, on a une économie qui quand même tient bon an mal an avec des taux dans la fourchette 5,25. Et je pense que la Fed, tant qu'on ne voit pas vraiment une dégradation relativement forte de l'économie, sera tentée de garder les taux sur ces niveaux-là pour vraiment s'assurer de maintenir l'inflation sous contrôle. Et ça peut être un risque, et notamment sur les valeurs un peu plus croissance. On l'avait vu tout à l'heure, on en parlait. On a eu un retournement après un début d'année relativement porté sur les cycliques, peut-être un petit peu plus sur les small caps en tout début d'année. La crise sur les financières a rebattu les cartes. Oui, a entraîné un retournement assez fort via les boîtes de tech et notamment les grosses tech. En anticipant, on le voyait au moment de la crise financière, une baisse des taux, ou en tout cas une politique monétaire plus accommodante de la Fed pour le reste de l'année. Ça s'est un petit peu écarté maintenant, mais c'est vrai que ces anticipations de baisse des taux sur 2023 me semblent un petit peu prématurées. Dans les petits sujets du moment également. Alors, intéressant, parce que prochain meeting de la Réserve fédérale américaine, 13-14 juin, donc on attend un statu quo. On verra pour le meeting de juillet qui se tiendra le 26 juillet, 13-14 juin. Est-ce que le sujet de la dette, du plafond de la dette aux États-Unis sera réglé? De quelle manière? Est-ce que c'est un sujet qui va rester circonscrit entre le 1er et le 8 juin ou le 1er et le 15 juin, et puis on passera très vite à autre chose? Ou est-ce qu'il y a quand même des effets directs ou indirects, délétères, qui peuvent, je ne sais pas, inquiéter un investisseur avec des horizons de temps d'investisseurs? Aujourd'hui, c'est vrai que donc on se rapproche de la date butoir, elle est entre le 1er et le 7 juin ou le 7-8 juin, ce qu'on peut voir. Les pourparlers, en tout cas, après un week-end difficile en termes de pourparlers, les discussions ont repris avec le retour de M. Biden hier. Que ce soit les commentaires de M. McCarthy ou M. Biden suite à la rencontre d'hier sont plutôt positifs, même si les écarts restent. Le scénario et ce que semble presser le marché aujourd'hui, c'est une solution donc, sur ce plafond de la dette. Faut espérer que la bienveillance
prévoir et qu'on arrive dans cette situation-là. Il ne faut pas oublier que les élections présidentielles américaines sont en novembre 2024, le 5 de mémoire. Monsieur Biden va devoir faire campagne sur une politique un peu plus sociale, donc ne peut pas céder à tout. On voit que les républicains, eux, de leur côté, ne sont pas d'accord à exploser les dépenses, veulent plutôt une réduction du budget pour pouvoir justement garder un petit peu sous contrôle le déficit américain. Donc chaque parti va un peu tirer de son côté. On verra comment on va s'en sortir. Notre scénario à nous, c'est qu'a priori un accord, et ça semble être le scénario du marché aujourd'hui. Je pense qu'un scénario favorable est déjà dans les cours et que le prochain driver d'une éventuelle hausse complémentaire du marché viendra plutôt de la Fed, d'une pause, voire des commentaires qui accompagneront ce discours. D'accord. D'une pause validée pleinement et qui serait une pause, une vraie pause. Oui, c'est ça. Une vraie pause actée déjà, et surtout les commentaires qui accompagneront en tout cas cette réunion de la Fed. Sur le plan de la dynamique de marché, vous l'avez déjà esquissé, Eric, mais comment on gère la situation sur le plan d'un fonds action américaine quand on a 5 valeurs sur 500, si on prend le S&P 500, qui font entre 80 et 100% de la performance de l'indice, qui sont évidemment les méga caps les plus connus du monde, pas forcément les plus chers, mais en tout cas celles qui pèsent le plus lourd en termes de capitalisation boursière. Oui, on parle donc encore ici d'Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, entre autres, qui ont environ 80% de la perf du S&P, qui représentent environ 25% de l'indice, 3,2 fois l'indice Russell. Donc Apple à elle seule représente la market cap du Russell 2000. Ouais. Donc on a une concentration qui n'a pas été connue depuis la bulle sur les dot-com de 99-2000. Donc on a effectivement cette concentration de marché, mais ce n'est pas nécessairement si négatif que ça. On peut avoir une espèce de pause sur ces valeurs-là et les autres secteurs qui arrivent sur des niveaux de valorisation attractifs et qui pourront, parce que quand on regarde ces valeurs-là, ces 5 valeurs se traitent environ à 31 fois 2023 et le reste du marché est autour de 17,4 environ. Incroyable. Donc il y a encore... il y a deux mondes. Hein. Oui, il y a deux mondes et donc il y a encore je pense, des affaires à faire. C'est plutôt cet univers des 495 autres valeurs, enfin au sein du S&P 500 ou dans le Russell 2000. C'est dans cet univers-là que vous avez envie de travailler, d'être actif aujourd'hui. Donc nous, on n'est pas nécessairement absent de toutes ces valeurs de la méga cap. On est présent sur Microsoft, on est présent sur Amazon, on est présent sur Nvidia. Nvidia, il faut le rappeler, qui avait baissé de 50% l'année dernière, qui est en hausse de 113% cette année. Elle va publier le 24. C'est vrai qu'on a allégé un petit peu notre position en anticipation des résultats, même si on s'attend à une croissance de la partie serveur, notamment liée à l'IA, sur la deuxième moitié de l'année qui va continuer de s'accélérer et une stabilité dans la partie gaming qui avait un peu souffert en sortie de Covid. Vu le bon parcours depuis le début de l'année, on a allégé la position, mais on continue de la maintenir en portefeuille. Mais effectivement, on regarde sur des thématiques qu'on avait certaines depuis longtemps, notamment autour des modes de transport de demain, que ça soit principalement dans l'électrique, mais on est aussi pas mal sur la partie reshoring, nearshoring, friendshoring, qu'on continue de progressivement augmenter pour jouer, en tout cas la diversification, le repatriement d'une partie de la chaîne de production sur le territoire américain. Ça, c'est des thématiques fortes qui peuvent d'ailleurs enjamber un épisode récessif qui pourra se matérialiser à un moment aux États-Unis, peut-être un peu plus tard toujours que ce qu'on imagine, mais cet épisode récessif ou ce point bas du ralentissement cyclique, il arrivera à un moment. On a des niveaux de prix, des niveaux de valorisation, des thématiques structurelles qui permettent d'enjamber un peu ce moment qui est encore devant nous, Eric. Oui, après, il faut regarder cette récession, donc déjà on l'attendait sur la première partie de l'année, on la repousse, c'est ça. Donc on voit, on n'arrête pas de la repousser, c'est sans doute la récession qui est la plus anticipée de l'histoire. Une bonne partie, je pense, est déjà dans les cours de certaines valeurs. Le marché, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, on est sur le S&P et le Nasdaq sur les points hauts de l'année, on n'est pas très loin sur le Dow, on avait touché je crois que c'était février avant les prochains points hauts sur le S&P, mars pour le Nasdaq, dans un marché qu'il faut le rappeler, crise financière, crainte de récession des BPA, crainte de récession tout simplement, durcissement de politique monétaire, et on a un marché qui continue de monter. Je regardais les prévisions des stratégistes pour l'année actuelle. On est sur un S&P attendu en moyenne par les stratégistes à 4017, on est sur un médian en 4000, on est aujourd'hui à 4192. Le marché pour le moment résiste et continue de monter, donc le pain trade, comme on l'évoquait, est à la hausse.
Et le positionnement, quand on regarde des indicateurs de positionnement ou des indicateurs un peu techniques de marché, le positionnement valide encore l'idée que le risque à la hausse est le risque qui peut faire mal encore aux investisseurs. Écoutez, moi je regarde le positionnement du cash dans les grandes gestions américaines, dans les grands fonds de pension. On est sur des niveaux de cash qui demeurent élevés. On regarde les positions CFTC de short sur le marché. On est sur des niveaux de short des investisseurs qu'on avait connus, en tout cas pendant les dernières périodes de crise. Donc c'est vrai que le potentiel de baisse additionnelle... Sauf événement sur la dette, bien entendu, qui est imprévisible. Soit il se passe un truc grave tout de suite. Oui. Soit ces gens-là vont souffrir. Devraient souffrir. En tout cas, c'est le scénario. Et même, on regarde, on n'a pas parlé de la période des résultats, mais on a eu un Q1, certes, qui est sorti en contraction, mais par rapport aux estimations au début de la période... Bien moins que ce qu'on attendait. Bien moins, et supérieur à ce qu'on... Le taux de beat qu'on a eu sur le Q1 était supérieur à ce qu'on a eu sur le Q4 de l'année dernière. Du coup, on a un petit peu... ce qui est marrant, c'est que ce qu'on a fait un peu mieux sur le Q1, on a impacté sur le Q2. Du coup, on a dégradé un petit peu les attentes du Q2. Je crois qu'on est autour de -5 attendus sur le Q2. Après, une petite stabilité légère hausse, je crois qu'on attend 1,7 sur le Q3 et 8,8 sur le Q4. Ça repart. Et surtout, sur 2024 et 2025, on est sur des croissances à presque double digit. On revient à 10. Et donc, le marché va commencer à anticiper ça à un moment ou un autre. Et il faudra être sur les bonnes tendances, les bonnes thématiques, les bons styles de gestion. Bon, séquence intéressante, hein. On arrive à la fin du mois de mai, la question du plafond de la dette qui paralyse un petit peu toutes les prises d'initiative en ce moment. On verra comment on en sort, comment les États-Unis en sortent par le haut, on l'espère. Et puis la séquence Banque centrale qui revient juste après, 13 et 14 juin pour la Réserve fédérale américaine, avec les nouvelles projections du staff également qui éclaireront peut-être un peu mieux l'idée de la pause. Oui, et puis peut-être une dernière remarque, parce qu'on évoque souvent le sell in May and go away, et je regardais la saisonnabilité des indices sur les 10-15 dernières années, et un des meilleurs mois, je crois que c'est le 3 ou 4e meilleur mois de l'année, c'est le mois de juillet en fait, historiquement en moyenne. Merci beaucoup Eric, merci pour votre éclairage, cette mise en perspective de la situation des marchés américains. Eric Lafrenière, gérant Action US chez Richelieu Gestion, gérant du fonds Richelieu America ESG. Voilà pour cette demi-heure d'émission de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.